Si vous êtes abonné à la chaîne ou si vous passez régulièrement me voir, eh bien vous l'avez vu. Dans les dernières vidéos, ce téléviseur qui jouait de son feu de cheminée pour créer une petite ambiance lumineuse, eh bien cette fois-ci, c'est au test de ce produit dont on va s'intéresser, ce fameux Philips TP Vision OLED 856. Est-ce que ça vaut le coup de craquer pour ce téléviseur? Eh bien, c'est ce que je vais vous dire tout simplement dans cette vidéo avec le test complet de ce modèle 55 pouces. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où en effet il est temps maintenant que je vous parle de ce téléviseur que je teste depuis longtemps. Alors pourquoi j'ai autant traîné finalement à vous parler de ce produit qui date de 2021, qui évidemment va encore être disponible durant cette année 2022, parce que pour le coup, même si Philips a annoncé des séries 807, alors il y aura sans doute du 857, des OLED+, etc., enfin des séries 900+, avec des barres de son, bon bref, on verra tout ça un petit peu comment ça se profile au cours des prochains mois, mais la disponibilité, elle n'est pas encore précisée. Là, on est sur un produit concurrent, par exemple, avec du LG C1. LG a aussi annoncé ses C2. Là encore, vous retrouverez ce qu'il faut dans la description si vous souhaitez vous intéresser à ces autres produits. Comme d'habitude, je vous propose de commencer par les caractéristiques techniques et elles sont juste là. À côté de moi, elles s'affichent ici. Ce téléviseur, il est proposé en 55 et en 65 pouces. 1500 € et 2300 € de coquette somme pour profiter de finalement ce qui est assez classique. En même temps, on se positionne plutôt dans les prix proches de ce que propose la concurrence. Une dalle 10 bits, 100 Hz, Ultra HD. Évidemment, on va retrouver aussi chez Philips ce fameux processeur P5 de 5e génération ici. C'est un processeur qui évidemment va donc prendre en charge tous les traitements de l'image, mais aussi la partie liée au gaming. Et oui, parce que si ce téléviseur propose deux interfaces HDMI 2.1, eh bien c'est pour en théorie vous proposer de la 4K à 120 avec la prise en charge du VRR. Et là-dessus, eh bien, il va falloir aller un petit peu plus loin dans cette vidéo et s'intéresser à la partie gaming. En tout cas, vous avez deux ports HDMI 2.1 pour accueillir, comme ici par exemple, eh bien, votre Xbox Series X ou votre PlayStation 5, ou dans un autre cas de figure, si comme moi vous êtes plutôt gamer PC, eh bien une configuration là aussi avec une carte graphique dotée de cette même interface, ici en l'occurrence une RTX 3090. Du côté des autres caractéristiques techniques qui sont toujours bonnes à prendre, on a naturellement la prise en charge du HDR10, HDR10+, et du Dolby Vision. Attention, pas de Dolby Vision IQ ici en l'occurrence. Donc on voit bien que Philips finalement remplit un petit peu, coche un petit peu toutes les cases. Et d'ailleurs sur l'aspect gaming, je ne vous l'avais pas dit, mais évidemment ce téléviseur est AMD FreeSync Premium et également G-Sync. Voilà, je vous ai dit les tarifs, 1499 € pour la version 55 pouces, 2300 € pour la version 65 pouces. Et sachez qu'il existe aussi un modèle 48 pouces. Et cette fois-ci, c'est un 48 OLED 806 et il est lui à 1199 €. Et alors justement, c'est du côté de l'ergonomie que la différence se fait entre un OLED 806 et un OLED 856 et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Alors pour tous ceux qui me suivent et me regardent régulièrement sur la chaîne, eh bien vous le savez, je l'avais déjà dit, pour moi cet OLED 856, c'est vrai que c'est une histoire de goût, ça ne se discute pas, dira-t-on, mais c'est tout simplement l'un des plus beaux téléviseurs que j'ai testé cette année, en tout cas depuis 2021. C'est une bordure qui est assez classique, qui fait environ 1 cm, mais elle est mise en avant par ce filet ici gris qui est une forme effectivement de touche un petit peu argentée, qui rehausse un petit peu, qui rend cette dalle certes peut-être un petit peu plus visible lorsqu'on est en journée. Et puis vous l'avez remarqué, évidemment, on retrouve la patte Philips avec l'Ambilight ici, 4 côtés. C'est vraiment quelque chose qui va prolonger l'image et qui offre de l'immersion. Et surtout, l'énorme avantage pour moi, ici dans cette configuration qui est mon salon, qui est extrêmement lumineuse, eh bien c'est cette dalle qui tourne. C'est vraiment la différence entre l'OLED 806 et le 856, qui est effectivement donc ce modèle 856 doté de ce pied central rotatif, pied central qui en plus est chromé, qui franchement est vraiment du plus bel effet. Moi je trouve que c'est une combinaison qui fonctionne très très bien. Au dos du téléviseur, on retrouve donc cette fameuse connectique qui est répartie entre
l'arrière et le côté. Et surtout, on retrouve un système de passe-câble qui est vraiment sommaire, vraiment ça va à l'essentiel, c'est au niveau du pied que ça se passe. Ça offre pas une très très grande latitude, hein. C'est plutôt un système qui est un petit peu étriqué, on n'a pas beaucoup de place pour passer beaucoup de câbles, mais néanmoins, eh bien, moi j'ai pu quand même y connecter un port Ethernet, enfin le câble réseau, des interfaces HDMI, relier aussi, enfin y passer aussi l'alimentation, et finalement faire en sorte eh bien, que les câbles descendent sur la partie centrale et que ce soit un petit peu moins visible. Alors pour assurer la bonne stabilité du téléviseur, quel que soit l'angle de rotation, et bien évidemment ce pied il a une conception assez spécifique. Sachez qu'il mesure environ 23 cm de profondeur. Il revient sur le devant de la dalle d'environ 10 cm. Alors si jamais vous souhaitez installer une barre de son, il va falloir le faire encore sur l'avant du téléviseur et donc il va falloir anticiper cela sur la profondeur de votre meuble, évidemment. Pourquoi une barre de son? Eh bien, peut-être pour effectivement seconder le système audio. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Franchement, c'est un système audio qui est relativement classique. Alors, je n'ai pas d'autres modèles à cet instant précis pour le comparer, par exemple, à un C1 ou à un Sony A80J. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez quelconque, finalement. C'est 2 tweeters à l'arrière avec un caisson de basse, 2 fois 10 watts pour la partie médium, et 30 watts pour la partie subwoofer. Bon, j'ai pas spécialement manqué de puissance. Donc voilà. Et sur la hauteur ici, on est vraiment sur 7 cm. Donc si vous choisissez une barre de son plus grande, l'image sera forcément un petit peu masquée. Donc faites bien attention à cela. Et pour en finir avec cette partie ergonomie matérielle, il faut forcément s'intéresser à la télécommande. C'est cette zapette argentée qu'on commence à connaître chez Philips et qui pour le coup, eh bien, bonne nouvelle, est rétroéclairée. Et ça, c'est toujours aussi cool. Avec un petit détail toutefois, eh bien, c'est qu'on a ici les touches de raccourci vers Google Assistant, Netflix, Prime Video, Rakuten TV. Et celles-ci, elles ne sont pas rétroéclairées. Voilà, ce sont des touches opaques. La lumière ne passe pas au travers. En tout cas, visiblement, ça n'avait pas été prévu pour. Bon, petite déception peut-être de ce côté-là, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a appuyé sur les touches et que tout le reste se rétroéclaire, on sait que les accès rapides vers Netflix et Prime Video, par exemple, sont juste là. On va s'intéresser à la suite avec l'ergonomie logicielle cette fois-ci. Sur cette partie logicielle, je vais essayer d'aller très très vite parce que franchement, il n'y a rien de nouveau. C'est de l'Android TV 10, ce n'est pas Android TV 11 et encore moins Google TV qui de toute façon ne devrait pas du coup débarquer par le fait de simples mises à jour. Si j'en crois ce qui m'a été dit, Google bloquerait le fait de basculer des téléviseurs Android TV sous Google TV. L'avantage, eh bien, c'est que franchement, c'est super rapide. Ça fonctionne vraiment très bien chez Philips. Le processeur P5 là-dessus fait bien son job. Ça a été bien optimisé. Donc, on va retrouver toujours la possibilité de déplacer comme ça les différentes recommandations en fonction des services. Ici, en l'occurrence, c'est Netflix. On ne va pas retrouver la gestion de compte qui devrait être disponible sur Google TV, mais qui est aussi disponible sur la dernière version de WebOS de chez LG. La capacité de créer des comptes pour se créer des profils, des pages d'accueil un petit peu personnalisées. Donc, voilà, c'est des choses qui sont assez classiques. L'assistant, Google, évidemment. Regardez un petit peu tout ce qu'on peut faire. Le DTS Play-Fi, la capacité de diffuser du son en sans fil avec des appareils qui sont compatibles. Le choix du style de son, pardon. Là encore, beaucoup de menus. Le style Ambilight, puisque oui, ce téléviseur Ambilight 4 côtés, donc on peut choisir entre le mode vif, sport, naturel, etc. Et puis, il y a aussi cette truc qui consiste à suivre le drapeau. Donc, si je clique, je peux choisir le drapeau que je veux afficher. Voilà, donc vous voyez bien que franchement, ça fonctionne pas trop mal, en plus avec le drapeau de la France. Si vous êtes un petit peu plus geek et que là, vous souhaitez justement aller mettre les mains dans le cambouis, et bien là, Philips vous offre tout ce qu'il vous faut puisque vous avez le choix dans ce mode Home Cinéma, ici dans les choix des modes, et ensuite vous avez la possibilité de régler les couleurs, le contraste OLED, la définition, luminosité et ensuite rebasculer sur le mode image avancée avec la gestion du bruit et la gestion des artefacts. Il faut savoir que Philips a plutôt tendance à créer des images, plutôt non pas surtraitées, mais
qui vont quand même chercher certains traitements. Et donc, de base, la logique de Philips veut que l'image doit plutôt être un petit peu optimisée. Donc, si vous n'êtes pas fan des moteurs de compensation de mouvement, des images très fluides, des choses avec un traitement numérique parfois un petit peu trop important selon vous, eh bien, rendez-vous dans ces menus-là. Le truc qui est plutôt sympa, c'est que ici, c'est plutôt bien légendé. Alors, on n'est pas encore au niveau, selon moi, de ce que peut faire Sony avec ses graphes, etc. On a vraiment des informations très très complètes. Mais là aussi, gamme de couleurs, température de couleurs. Donc, la possibilité de corriger aussi par soi-même, justement, si on trouve que l'image est trop froide, venir apporter certaines corrections. Ici, on a le capteur de luminosité que j'ai mis en mode arrêt, le choix du gamma. On a vraiment quand même donc beaucoup de réglages, dont un autre qui va être aussi très important, qui se trouve juste là. Et si jamais vous allez brancher votre console de jeu, que ce soit sur le HDMI 1 ou le HDMI 2, il faut bien faire gaffe ici parce qu'il peut qu'il soit soit en standard, soit en mode optimal, et il faudra vraiment le mettre en mode optimal pour le jeu pour profiter vraiment du maximum de performance. On y reviendra dans la partie gaming. Voilà, donc on a vraiment de quoi faire sur cette interface du téléviseur de chez Philips. Et pour tous ceux qui se poseraient des questions quant au phénomène de marquage qui est propre au téléviseur OLED, pas seulement chez Philips, ça s'applique à tous les constructeurs qui adoptent cette technologie, eh bien chez TP Vision aussi, on fait très attention à cela et on intègre des technologies, qu'elles soient de décalage de pixels, de nettoyage de la dalle, etc., mais aussi des technologies d'atténuation locale. Et pour vérifier que tout est bien activé, eh bien vous pouvez aller dans le menu configuration et ensuite, eh bien ça se passe au niveau des paramètres généraux et ensuite, dans le mode avancé, vous avez un truc, alors là, ici, c'est d'autres détails, mais ici, vous avez un menu qui s'appelle Réglage de l'écran OLED et vous avez ici Protection de l'image en local. Vous pouvez décider de l'arrêter complètement, mais alors du coup, il ne va pas intervenir sur ce qui est indiqué ici, à savoir les images locales fixes affichées. Donc typiquement un logo de chaîne, un bandeau, des logos aussi dans les jeux vidéo. Donc par défaut, il est en mode normal et ensuite vous pourrez choisir un mode haute. Et ça, du coup, c'est quand même quelque chose, selon moi, à laisser en place. Vraiment éviter de prendre des risques sur ce phénomène de marquage. Il y a ensuite la possibilité de lancer directement manuellement la procédure de nettoyage de la dalle, mais sachez que le téléviseur le fait de lui-même. Et pour vous prouver que Philips applique bel et bien certaines précautions, je vais vous activer ce petit menu caché via un cheat code. Alors c'est un menu auquel tout le monde peut accéder avec quelques petites touches. Et si jamais vous voulez connaître la combinaison de touches, c'est tout simplement sur le Discord que je vous partagerai ça, ou contactez-moi aussi, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux. Vous pourrez ainsi retrouver tous les détails, vraiment des informations propres à votre téléviseur avec la version du software, ici donc Android 10, etc. On a vraiment plein de choses. Enfin, après, tout n'est pas pertinent pour vous, mais on voit bien ici que le téléviseur, il tourne depuis 351 heures et la dernière procédure de nettoyage de la dalle date maintenant, elle a été faite il y a 3h55 minutes. Alors, pas montre en main, ça fait 3h55 minutes que le téléviseur tourne et on voit bien qu'au cours de ces 351 heures, la dalle a été nettoyée 66 fois. Et moi, je n'ai jamais vu clairement cette procédure de nettoyage se faire, donc sans doute plutôt la nuit. Donc surtout, c'est le point qui est important, si vous utilisez un téléviseur OLED, ne le débranchez pas, ne coupez pas un bloc multiprise ou une prise connectée, ne l'éteignez pas complètement parce que le téléviseur travaille. C'est quelque chose qu'on a déjà dit, il travaille lorsqu'il est en veille dans cette fameuse procédure de nettoyage de la dalle et donc ce serait vraiment dommage d'intervenir là-dessus parce que forcément ça remettrait en question la pérennité, la durée de vie de votre produit. Voilà, on va passer maintenant au chapitre suivant. Alors concernant la qualité de l'image, j'ai franchement envie de dire que ce téléviseur Philips n'a pas grand-chose à envier à la concurrence, que ce soit du côté du modèle Star, qui est le LG C1 par exemple, dans ses différentes tailles d'écran, mais aussi du côté de chez Sony avec un A80J par exemple, ou du côté de chez Panasonic avec un JZ1000 qui ont d'autres arguments eux à faire valoir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est beau parce que ce processeur P5 de 5e génération, c'est quelque chose qui travaille, ça c'est une puce qui travaille vraiment très très bien désormais. Il y a des traitements qui sont très très justes, qui sont à la fois agréables, doux, soft. Il faut le savoir, Philips calibre cette configuration pour que l'image soit toujours un petit peu plus traitée peut-être que chez d'autres. On ne va pas retrouver des traitements aussi légers, donc il faudra aller peut-être du côté des paramètres pour réduire et accommoder ça
en fonction de ses préférences, si on a un œil un petit peu sensible, mais si on se positionne comme étant un client cinéphile assez lambda, franchement, vous allez en prendre plein la vue et son énorme argument pour moi, eh bien c'est ça. C'est vraiment la dalle qui peut pivoter, qui peut tourner, et qui du coup fait une énorme différence. Ça fait 2 fois que je dis énorme, mais vraiment pour moi c'est considérable dans un environnement aussi lumineux que mon salon, quand j'ai 2 baies vitrées comme ça avec des pavés de verre derrière, etc. en pleine journée. Franchement, la dalle qui tourne, ça m'a sauvé la mise. Et donc c'est une belle image, c'est une image qui est vraiment bien upscalé quand les sources sont dégradées. Franchement, avec de la TNT, ça fonctionnait bien. C'est une dalle qui sait très très bien mettre vos contenus HDR en avant, mais qui sait aussi bien mettre les contenus SDR parce qu'il y a cette fameuse gestion, cette option qui consiste à venir booster la luminosité. Et d'ailleurs, rapport toujours à ces phénomènes de marquage, il faudra peut-être aussi avoir ça un petit peu en tête pour éviter peut-être d'aller trop la solliciter, cette option. Donc ce qu'il faut savoir quand même, eh bien, c'est que chez Philips, il y a un petit bug quand même historique, c'est qu'on la fonction de nettoyage de l'image, fonction définition, là ici c'est l'amélioration du piqué. Bon, là il est en mode arrêt, mais franchement, moi je l'ai mis y compris avec des sources dégradées, l'activer en mode marche. Ça fonctionne, moi j'ai pas eu de résultats complètement délirants. Et ensuite, on a la gestion de la couleur. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir un petit peu intervenir, mais on est dans la partie un petit peu optimisation. Et l'option qui est intéressante, alors ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, Philips nous place les réglages de luminosité dans la partie contraste. Bon, c'est un bug un petit peu historique. Vous avez le mode HDR Perfect qui est la gestion du tone mapping. C'est la capacité de la dalle à monter dans les luminosités et d'équilibrer comme ça les zones cramées, les zones sombres, etc. Et le truc qui est super important, c'est ça, c'est accentuation de la luminosité. Regardez, boum, regardez un petit peu la différence qu'il y a en matière de puissance lumineuse. Et alors, si je passe en moyenne et haute, rien un peu le délire du truc, quoi. Donc, si jamais vous êtes vraiment dans une pièce baignée de lumière, eh bien, vous avez l'image est complètement cramée ici. Voilà, là, par exemple, on la voit bien. Hop, boum. Vous voyez un petit peu comment ça pète. Alors évidemment, ce que vous avez, je vois bien sur mon retour caméra que c'est complètement surexposé. Mais évidemment, à l'œil, c'est pas ce que j'ai. Puisque mon œil s'adapte beaucoup mieux, j'ai quelque chose de beaucoup plus cool. Donc ça, si jamais votre pièce est lumineuse, eh bien, vous pourrez toujours utiliser ce mode d'accentuation de la luminosité. C'est quelque chose qui va même fonctionner avec vos contenus SDR. Et franchement, ça fonctionne vraiment bien. Alors encore une fois, attention, parce que cette technologie, eh bien, qui va taper dans la luminosité, forcément, elle va solliciter la technologie OLED et donc elle va stresser ces composants qui sont des composants organiques. Donc il faudra avoir ça en tête. Si jamais vous n'avez pas besoin de l'activer, si vous êtes plutôt sur une projection le soir, enfin une séance ciné le soir dans votre canapé et que vous ne ressentez pas de manque dans les zones de basse luminosité, dans les zones sombres, ne l'utilisez pas. Autant déjà ne pas solliciter, pourquoi pas aussi trop la dalle, et abaisser tout simplement la consommation du téléviseur. Franchement, ça, voilà, c'est vraiment, c'est dans le contraste, faut le savoir. Mais voilà, vous voyez, tac, hop, si je le coupe, ça n'intervient pas, c'est ça qui est d'autre, c'est que ça n'intervient pas sur les contrastes, ça intervient essentiellement sur la partie luminosité. Vous voyez un peu la différence du truc, quoi. Donc dans l'ensemble, pour moi, cet OLED 856, vraiment, il n'a pas grand-chose à envier à ses concurrents. Alors, il faudrait les avoir tous au même moment pour être capable de les comparer effectivement le rendu. Typiquement, mon collègue de chez AV César me disait qu'il avait eu l'occasion de comparer un téléviseur Panasonic et un téléviseur Sony à l'occasion d'un match de sport, un match de rugby, de mémoire, me disait-il. Et c'est vrai qu'il a pu percevoir comme ça une petite meilleure maîtrise de la fluidité du côté de chez Sony. Mais quand on a des produits comme ça, un petit peu isolé, on se dit quand même que tout ça, c'est quand même des produits relativement haut de gamme qui fonctionnent bien, c'est sûr. Philips a ici une puce, un processeur P5 de 5e génération qui est efficace sur la partie cinéma. On va passer au résultat des mesures avant d'en arriver à un autre point, cette fois-ci où le processeur, lui, coince un petit peu plus, à savoir la partie gaming. Mais avant cela, résultat des mesures, et c'est la voix off qui vous en parle. Inutile d'y aller par 4 chemins, cet OLED 856 ne fait pas partie de ces téléviseurs qui sont parfaitement calibrés en sortie de carton. Philips se range plutôt du côté des constructeurs qui semblent faire le choix de couleurs quelque peu plus saturées pour booster artificiellement l'impression de luminosité qui fait encore défaut sur ces panneaux OLED. Mais attention, TP Vision n'est pour autant pas ridicule sur le sujet, je vais y revenir. Quoi qu'il en soit, la meilleure fidélité des couleurs, vous l'obtiendrez avec le mode Filmmaker sous lequel je n'ai fait aucun réglage, si ce n'est désactiver le capteur de luminosité ambiante avant de procéder à mes tests.
Ainsi, en SDR, les mesures obtenues montrent rapidement une tendance de la dalle à tirer vers le rouge, que ce soit d'ailleurs sur le blanc à 100% ou sur un gris à 30%. Le gamma, comme la température moyenne relevée à 6300 K, sont deux autres indicateurs de cette calibration un peu trop chaude dans ce mode. Le delta E en Rec 709 s'établit donc à 4,94 en moyenne sur près de 60 mesures. On est loin de la catastrophe et si nos yeux ne devraient y voir que du feu, ce choix de calibration qui pénalise l'échelle de gris de la sorte reste pour nous incompréhensible. Et c'est d'autant plus dommage que si le blanc pur n'est pas parfait, la dalle se révèle très homogène avec une dérive colorimétrique très maîtrisée sur l'intégralité de la surface, comme en attestent d'ailleurs ces mesures d'uniformité sur lesquelles vous pouvez vous arrêter un instant si vous le souhaitez. Toujours en mode filmmaker, mais cette fois-ci en HDR, la calibration s'améliore pour frôler la perfection avec un delta E moyen mesuré à 3,34. Là encore, l'échelle de gris pénalise l'ensemble de la reproduction des couleurs. Calibrée de la sorte, la dalle de cette OLED 856 se limite à une couverture de 96% de l'espace colorimétrique DCI-P3 et un gros 70% pour du BT2020. Et finalement, ce n'est pas si mal, tout comme le pic de luminosité qui s'établit à 695 nits dans ce mode avant que le limiteur entre en jeu et décide de protéger la dalle, faisant chuter considérablement la puissance. De toute façon, si vous visionnez régulièrement mes vidéos, vous le savez, cette valeur en pic n'est qu'un indicateur car elle est relevée avec une mire à 10%. Cette nouvelle courbe permet d'ailleurs de constater que si le pic peut monter à près de 890 nits à 5%, la luminosité s'effondre à 140 candela par mètre carré lorsque la mire occupe 100% de la dalle. Quoi qu'il en soit, les courbes EOTF et luminance montrent que l'électronique tente d'adoucir la courbe dans les hautes luminosités, ce qui sera profitable à la gestion des contenus HDR particulièrement lumineux. Sachez que si vous utilisez la fonction d'accentuation de la luminosité mentionnée plus avant dans la vidéo, vous obtiendrez naturellement plus ou moins d'intensité lumineuse. Ainsi, avec une mire à 10% en mode arrêt, celle-ci plafonne à 130 nits, comptez 405 nits en mode minimum et 540 nits en mode moyen. Pour rappel, elle est de 695 nits en mode maximum, comme mentionné plus avant. À titre d'information, le mode jeu ne brille pas par la qualité de sa calibration avec un delta E moyen mesuré à 7. Enfin, compte tenu des nombreuses options de réglage offertes par ce téléviseur, j'ai pu améliorer la qualité de la calibration du point blanc en augmentant l'option de gamma à 4 et en appliquant les réglages que vous avez à l'écran. Toutefois, si le résultat était meilleur pour l'échelle de gris, cela n'était pas suffisant pour corriger certaines couleurs encore trop saturées et surtout, le rendu une fois dans les programmes vidéo n'était pas significativement meilleur. En somme, vous l'aurez compris, si cette dalle est plutôt flatteuse pour les yeux, pour atteindre la perfection, il faudra s'en remettre à un professionnel de la calibration. On va maintenant s'intéresser à cette partie gaming, jeux vidéo. C'est aussi l'un des points qui a fait que j'ai temporisé la publication de ce test en vidéo. Pourquoi ? Parce que ce téléviseur, j'attendais qu'il reçoive la mise à jour du fameux firmware qui va permettre d'accéder à la 4K 120 Hz avec la prise en charge du VRR. Et oui, quoi qu'on vous en ait dit, les 4 prises HDMI qui sont derrière et dont les prises 1 et 2 qui sont censées répondre au plein support du HDMI 2.1, pour l'instant ne sont pas complètement compatibles. Et donc, lorsque vous basculez en 4K en 120 Hz, typiquement, et c'est pour ça que franchement, moi je peux remercier Nvidia sur, alors hop, on va remettre une petite image quand même, mais moi je peux remercier Nvidia clairement d'avoir cette machine avec la RTX 3090 ici, parce que je peux vérifier clairement lorsque j'active le mode 100 Hz, j'espère que vous allez le voir à l'image, les polices, et l'interface devient tout de suite beaucoup moins nette, ça devient flou. Donc cette perte en définition, elle est vraiment notable dans les menus. J'espère d'ailleurs que vous le voyez bien à l'image. Et pourtant, donc j'ai ici une définition qui est activée, 3840 par 2160. Ici, il est en 120 Hz. C'est un téléviseur, comme je le disais au début, qui est compatible avec l'AMD FreeSync Premium, qui est compatible avec du G-Sync. Et là aussi, d'ailleurs, je vois bien que la police est vraiment pas nette, la police d'écriture.
Et donc là, ici, ce qui est étonnant, alors là encore, hein, si vous pressez sur la touche Options, vous avez ensuite les infos du périphérique sur ce qui rentre dans le téléviseur et ce qu'il est censé même afficher. C'est là que j'ai un petit peu du mal parce que j'ai contacté Philips TP Vision pour essayer d'en savoir un petit peu plus et j'attends encore les réponses. Grosso modo, je vois qu'ici, il est en Ultra HD, 120 Hz avec de l'HDMI VRR d'activer. Et quand je leur ai partagé cette image, ils m'ont dit que normalement, eh bien, la capture que vous avez là désormais sous les yeux, c'est une capture que eux m'ont envoyée où on voit bien que lorsque le HDMI est activé en mode VRR, eh bien la définition elle passe à 2560 par 1440 points. Et donc du coup, moi je me dirais, ok, bon là ça tient la route par rapport au fait que justement ce firmware n'est pas déployé. Alors moi, ici, je suis bien en 3840, 2160, 120 et j'ai bien le HDMI, enfin le mode VRR activé et je vois bien qu'il y a un souci. Du côté de la console, cette fois-ci, voilà, hop, on va se rendre dans les options d'affichage et on voit bien que toutes les coches ici sont cochées, elles sont vertes, voilà. Tout va bien, grosso modo, c'est un téléviseur qui se comporte très très bien. Et c'est là que je ne peux que remercier Nvidia de m'avoir laissé finalement cette tour avec la RTX 3090 pour les tests des téléviseurs, parce que déjà ça vous profite à vous dans cette interface-là, et surtout moi la Xbox Series X qui pour le coup je viens d'en faire l'acquisition assez récemment, eh bien je vois bien qu'il y a finalement, elle se dit que tout va bien, alors que non. Visiblement, il y a quand même quelque chose. Alors je dis non, sauf que, bon, faut quand même relativiser parce que le rendu en mode jeu est quand même pas désagréable du tout. Sachant que effectivement ici, je suis bien en Ultra HD à 120 Hz. Dans les modes vidéo, j'ai bien ici toutes les options qui sont cochées avec le Dolby Vision d'autoriser pour les jeux, sauf que on sait bien que techniquement le téléviseur lui n'est pas au mieux de sa forme, visiblement la Xbox ça ne la dérange pas, le PC lui de son côté permet d'identifier le souci, mais il offre un meilleur résultat graphique que la console. Typiquement, sur la Xbox Series X, moi j'ai pu régulièrement remarquer des problèmes de netteté au niveau des noms des joueurs, etc. Alors encore une fois, est-ce que c'est exclusivement lié à ce téléviseur du fait qu'il ne soit pas encore compatible 120, VRR, etc. Je ne sais pas. Franchement, il faudrait que je compare ça avec d'autres modèles parce que c'est la première fois que je branche la console à un téléviseur de dernière génération. Avec le PC, ça se passe beaucoup mieux et c'est, en même temps, on s'en douterait avec le prix d'une carte graphique qui est plus cher que la console elle-même, on se douterait que c'est un petit peu mieux aussi. Voilà, donc c'est un téléviseur qui assure en mode cinéma, c'est un téléviseur qui devrait évoluer en mode gaming, mais je pense que quand le constructeur aura fini de déployer sa gamme 2022, quand ils auront identifié en 2022 comment corriger un problème manifeste que je vais vous montrer juste là, parce que le souci, il tient à lui là. Ce fameux matériel qui est en fait la puce Mediatek MT5895 qui cause bien des tracas à Philips. Et les galères ne s'arrêtent pas là puisque sitôt qu'on active le VRR sur la Xbox Series X, on peut remarquer le fameux bug de dégradation de l'image, particulièrement visible d'ailleurs sur les téléviseurs OLED. Un défaut d'autant plus facile encore à identifier avec cette Xbox qui voit ses couleurs altérées par le VRR et cela dès les menus de réglage de l'image. Valider le choix d'une fréquence de rafraîchissement variable modifie les paramètres de l'image en raison d'une sorte de déséquilibre dans la gestion électrique des sous-pixels. La courbe de gamma et l'électronique étant calibrée pour fonctionner à une fréquence de 120 Hz, sitôt que celle-ci varie à des fréquences inférieures, certains sous-pixels se retrouvent surchargés, impactant alors la reproduction de l'image. Elle est assurément plus lumineuse lorsque le VRR est désactivé et on noterait aussi moins de problèmes de scintillement dans les zones sombres. Un souci grandement relayé par les joueurs de consoles next-gen notamment qui pointent ce défaut particulièrement visible sur l'OLED auquel il faut ajouter une luminosité moindre que celle des télés LCD et une dalle sujette au reflet dès que la pièce est un peu trop lumineuse et que les titres sont un peu trop sombres. N'hésitez pas bien entendu à partager votre expérience sur le sujet dans l'espace commentaire. Et pour conclure sur cette partie jeux vidéo, eh bien, il y a naturellement cette mesure d'input lag. Alors attention, hein, c'est le retard à l'affichage, ce n'est pas le temps de réponse. Le temps de réponse sur de la technologie OLED, il est quasi instantané. Le retard à l'affichage, donc le délai à partir duquel le moment où vous envoyez la commande, la prise HDMI reçoit le signal, la dalle, l'affiche, etc. 14 millisecondes, c'est une très très bonne performance de la part de chez Philips qui revient de loin sur le sujet parce que le constructeur n'était pas franchement parmi les meilleurs. Et là, 14 millisecondes, clairement, vous n'aurez pas d'image de décalage de perceptible. Donc ça, c'est plutôt un bon point.
Voilà, cette vidéo commence à toucher à sa fin. On approche maintenant le moment où je vous livre mon verdict, point positif, point négatif. Les points positifs, tout simplement, vous avez tout ça, ça s'affiche juste à côté de moi. Les points positifs, quoi qu'on en dise sur cette partie fidélité, calibration des couleurs, voilà, hop, ok, c'est dans les négatifs. Néanmoins, au feeling, la qualité de l'image est bonne. L'audio aussi, l'audio est plus quelconque, mais ça fait l'affaire, ça fonctionne. Donc on est quand même sur un téléviseur assez cher. Bon, il faut quand même avoir ça en tête, mais ce n'est pas le point qui est franchement critique. La qualité de l'image est bonne, et elle est bonne parce que le processeur P5 est lui aussi très efficace. Aujourd'hui, vraiment, on est là sur une puce qui va bien. Voilà. Le constructeur commence à bien maîtriser son sujet du côté de la puce, les traitements, etc. Et ça fonctionne. On a les menus qui sont extrêmement détaillés, donc là-dessus, aucun problème. On a évidemment la fluidité de l'interface Android TV, même si ce n'est pas la dernière des versions d'Android TV, ça fonctionne bien. On a aussi la partie ergonomie du téléviseur, hein, la dalle qui tourne, je ne le dirai jamais assez, mais c'est un point qui est un énorme point positif, un énorme point fort pour moi. Le design lui-même du téléviseur qui est vraiment un beau produit selon moi, je bégaye beaucoup là. Et ensuite on a cette télécommande qui elle aussi fait partie des points positifs, télécommande de bonne facture, rétro-éclairée et tout, ça c'est plutôt cool. Du côté des points négatifs, il y a aussi du coup cette mise à jour, l'absence du VRR 4K 120, voilà, bon ça commence vraiment à traîner un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. C'est le petit pouce qui est juste en dessous, ça fait toujours plaisir, ça motive. N'hésitez pas évidemment à réagir dans l'espace commentaire, à partager aussi cette vidéo si elle vous a plu. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Rejoignez-nous aussi sur le groupe de discussion Discord, on est de plus en plus nombreux, on échange de plein de sujets. Les réseaux sociaux pour me retrouver, j'essaye de répondre le plus souvent possible, mais c'est pas facile. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!